mesdames et messieurs, moi je suis Amadou Diawara et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence sur le thème renforcer l'accès aux TIC par un développement numérique inclusif dans les pays moins avancés. Et je suis le président du cluster Digital Africa et du groupe FAMIB. J'ai l'immense honneur et le plaisir de modérer ce panel de haut niveau. J'espère que monsieur le ministre et tous les autres, vous n'allez pas me tenir rigueur de cela parce que c'est toujours difficile lorsqu'on a des personnes qui sont nos mentors, qui sont nos aînés, nos grands frères et nos tontons, et de modérer la conférence, de leur prendre la parole et de leur redonner la parole. Donc, je voudrais de ne pas me tenir rigueur de cela. Mais cette conférence est organisée aujourd'hui par le cluster Digital Africa en partie avec divers acteurs du secteur public et privé pour célébrer cette journée internationale des télécoms. Et pour cela, pour la petite histoire, c'est exactement le 1865 qu'il y a eu la première convention télégraphique internationale et la création de l'Union télégraphique internationale, première dénomination de l'Union internationale des télécoms. Et l'édition de 2020 est une occasion misée sur l'éthique pour que les PMA aient l'autonomisation tant souhaitée pour les Nations Unies. Les pays les moins avancés ont besoin d'investissement dans le numérique. Et je pense que, monsieur le ministre, souvent, il ne partage pas lorsqu'on parle de financement ou de partenariat. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est pourquoi nous avons la chance de l'avoir avec nous. Mais la question aujourd'hui, au cours de la dernière décennie, le défi de la connectivité est devenu plus complexe et exigeant. Mettre tout le monde en ligne ne suffit plus. Une connectivité significative, la possibilité de profiter d'une expérience en ligne sûre, satisfaisante, enrichissante, productive et abordable. Et le nouvel impératif reste un défi majeur, en tout cas, et la fracture numérique entre le PMA et le reste du monde montre peu de signes de réduction. Mais je pense que le risque n'est pas trop évident alors que le monde devient de plus en plus apte à tirer parti d'Internet pour créer de la valeur et les PMA risquent de prendre encore un peu plus de retard. Et je pense que dans cette analyse, si je me trompe, n'hésitez pas aussi à me remettre sur le droit chemin puisque je l'ai tantôt dit que cette conférence elle est enregistrée, mais elle sera certainement diffusée aussi sur l'ORTM. Mais le développement des technologies de l'information et de la communication a transformé notre société en ouvrant des possibilités d'éducation, de communication, d'innovation, de développement économique. Cependant, l'accès à l'utilisation de ces nouvelles technologies ne sont pas équitablement répartis dans le monde. Et de nombreux pays, en particulier les pays les moins avancés, sont confrontés à des défis majeurs pour assurer un accès universel équitable aux TIC, notamment en parlant de certains pays comme le nôtre au Mali aujourd'hui qui traverse une crise multidimensionnelle sécuritaire, mais aussi l'ensemble des pays du Sahel, mais aussi même d'autres pays d'Asie du Sud, etc. Mais c'est dans ce contexte que nous avons réuni des experts aujourd'hui, en tout cas pour nous les meilleurs qui sont aptes aujourd'hui à parler depuis leur expérience, depuis aussi le poste qu'ils ont eu à gérer, mais aussi des postes qu'ils sont en train de gérer actuellement, représentants de gouvernement et de représentants du secteur privé et de la société civile pour discuter des défis et des opportunités liées à l'amélioration de l'accès à l'utilisation de nouvelles technologies dans les pays les moins avancés autour du thème « Renforcer l'accès aux TIC pour un développement numérique inclusif dans les pays les moins avancés ». Cette conférence vise à identifier les stratégies et les politiques qui peuvent contribuer à l'accès aux TIC pour un développement numérique inclusif dans les pays les moins avancés. Nous avons préparé une série de questions pour nos intervenants, mais ce qui est intéressant, c'est que nous savons que lorsqu'on a la chance d'avoir Dr Amadou Touré, mais aussi le directeur général de l'AGFO, mais peut-être la directrice de Orange Botswana, mais le ministre Gaoul et d'autres ministres avec nous, et nous pensons que nous avons l'unité, nous pensons que les questions vont être posées, mais nous allons sans doute écouter aussi ce qu'ils sont en train de faire chacun dans sa structure et pour faire bouger les choses. Et nous porterons que nous allons poser des questions simples, mais des questions qui ont beaucoup de réponses à donner. Peut-être qu'on n'aura pas assez de temps aujourd'hui, mais je vous remercie quand même de votre participation. Je remercie l'audience et je remercie surtout les personnalités qui ont accepté de passer leur temps, leur après-midi avec nous pour votre participation et votre engagement à cette cause importante. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons donner la parole à nos panélistes pour que chacun puisse se présenter rapidement parce que lorsque nous allons vouloir citer vos différentes biographies, et c'est sûr que nous allons pour 2 heures, 3 heures de temps parce que chacun d'entre vous a quasiment vraiment fait le maximum qu'il pouvait faire pour son pays. Mais aujourd'hui, chacun est en train de travailler également pour le continent et pour le monde. Donc, nous allons demander, peut-être, monsieur le ministre, on va vous demander
de vous faire une petite présentation et puis on va demander aux grands frères et au DG de l'AGEFO aussi de faire cette présentation. Certainement, Ariel qui va la faire et les autres, quand ils vont nous rejoindre, nous allons peut-être leur demander peut-être de faire une petite présentation. Je ne sais pas si cela vous conviendrait, monsieur le ministre. Merci mon cher Amadou Diawara, et merci pour cette initiative. Je me présente donc Dr Amadou Touré, ancien ministre de l'économie numérique et de la communication au Mali. Mais aussi, avant ça, j'ai été directeur exécutif fondateur de l'agence Smart Africa, basée à Kigali, qui est une alliance qui regroupe tous les pays africains pour avoir des initiatives communes pour le développement des technologies de l'information et de la communication. J'ai eu la chance, avant cela, d'être élu successivement 2 fois à la tête de l'UIT comme secrétaire général. Et à ce titre, j'ai eu à créer la commission Broadband et beaucoup d'autres initiatives de développement et surtout les initiatives Connecter l'Afrique, qui a été suivie par Connecter chaque continent et donc cette initiative qu'on appelait Connecter le monde. Et le thème d'aujourd'hui va en droite ligne avec ceci, parce que l'objectif, c'est de pouvoir connecter tous les habitants de la planète, y compris les habitants des pays les moins avancés. Avant mon poste de secrétaire général, j'ai été élu aussi successivement 2 fois comme directeur du bureau de développement des télécommunications à l'UIT, toujours au BDT. C'est le poste qu'occupe actuellement M. Cosmas Zavazava, qui a été élu en octobre dernier et qui a commencé ses fonctions en janvier cette année. J'ai eu la chance de travailler avec lui quand j'étais directeur du BDT déjà. Et je connais bien ses capacités. Et je suis sûr que le monde des TIC sera en de très bonnes mains, entre ses mains. J'ai travaillé aussi longtemps pendant que j'étais directeur du BDT, ensuite secrétaire général, avec l'actuel secrétaire général de l'UIT, Madame Dorine Bogdan-Martin. Donc, ce sont des amis familiers à la famille des télécommunications mondiale et surtout du Mali aussi. Avant l'UIT, j'ai été directeur général de la société ICO Global Communication, une société de satellites. Et avant ça, j'ai été aussi employé à Intelsat à Washington pendant 12 ans, où j'étais, mon dernier poste était le poste de directeur Afrique et Moyen-Orient, directeur du groupe Afrique et Moyen-Orient. Je suis un ingénieur de satellite en satellite de formation. J'ai fait ma maîtrise et mon doctorat tous les deux dans la même branche. Je voudrais dire que j'avais commencé ma carrière ici au Mali, dans mon pays natal. J'ai été chef de centre de la station terrienne de télécommunications par satellite de Souleymane Bougou, qui est sur la route de Koulikoro, qui est la première station internationale du Mali du point de vue satellite. Voilà en gros ma carrière et je suis très heureux que cette année le thème de l'UIT porte sur le développement des TIC dans les pays les moins avancés. C'est un thème très intéressant et nous avons vraiment des panélistes de très haut niveau et donc j'espère que nous allons en tirer un très bon profit. Voilà. Monsieur le ministre, c'est excellent et c'est formidable et nous allons demander à M. Sako aussi de nous faire une présentation en attendant que les autres nous rejoignent au fur et à mesure. Alors, bonjour à tout le monde. Merci à Amadou de cette opportunité que vous nous donnez à être avec des panélistes de haut niveau. Tous mes sentiments respectueux à tout le monde, notamment à tonton Amadou, qui a été un de nos mentors, qui a été un leader convaincant. Aujourd'hui, je me trouve dans ce panel, dans ce débat, avec beaucoup de plaisir.
Parce que n'oublions pas, sous le contrôle de M. Touré et des autres, et tu viens de le rappeler, depuis 1865, ce débat a été posé. Les Nations Unies, qui a été la première organisation mondiale encore à naître après la guerre de 1945, avait compris que le monde ne peut pas aller sans communiquer. La date du 17 mai, cette date symbolique depuis les années 1865, continue à nous inspirer. Mais fort heureusement que vous en parlez aujourd'hui, parce que avec les situations complexes et multiformes, c'est des dates qui sont en train de passer sous silence. Je me rappelle, il y a un moment, l'unité était en tout cas sous l'impulsion de tous ces acteurs comme le docteur Amadoun. L'unité, en tout cas, déployait toute une stratégie de communication pour que ces journées soient célébrées au plan mondial. Donc, là, aujourd'hui, à en parler, moi, je suis tout à fait dans mon élément. Et je me rappelle depuis bientôt une vingtaine d'années où, dans mon entreprise d'origine, qui est la Société de télécommunications du Mali, actuelle Move Africa, donc j'étais souvent appelé avec d'autres collaborateurs à magnifier cette journée sur les thématiques développées par l'Union internationale des télécommunications. Donc, ceci dit, je suis ingénieur des télécommunications à la base et toute ma carrière a été, pour la plupart, j'ai servi dans mon pays, le Mali, à la Société des télécommunications du Mali, comme ingénieur des réseaux, comme responsable technique de l'exploitation et de la maintenance. Ceci m'a mis en contexte, en tout cas, d'appréhender les attentes de nos populations, les besoins de couverture du pays. J'ai eu au passage à être associé à ces débats de déréglementation qui ont été en tout cas, initiés par les bailleurs de fonds pour séparer la poste des télécommunications. Et plus tard, puis, on a passé par la libéralisation du secteur, qui fait qu'aujourd'hui, dans l'espace de nos pays, il y a plusieurs opérateurs qui doivent continuer à donner le téléphone aux populations. Donc, plus tard, après 3 décennies de carrière à la Société des télécommunications du Mali, j'ai eu l'insigne honneur, grâce aux plus hautes autorités, d'être appelé à diriger l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel. C'est une agence étatique qui dispose d'un fonds alloué au Mali afin de contribuer à la connectivité sur le premier kilomètre, là où les opérateurs sont réticents à partir pour des questions de non-rentabilité. Donc, cette mission, nous la conduisons en tout cas avec beaucoup de challenges. C'est un défi énorme pour qui connaît le Mali. Donc, je pense que dans le débat, nous pourrons apporter assez de lumière sur nos missions et ce que nous avons réalisé. Donc, voilà, succinctement dit, avec un grand plaisir, en tout cas ma présentation et puis ma propre disponibilité à faire en sorte que nous puissions apporter notre lumière à ce débat si intéressant. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, monsieur le DG. Ça fait plaisir. Nous avons le ministre Ousmane Daoud Diallo qui vient de nous rejoindre. Et monsieur le ministre, vous donnez la parole. Si vous pouvez activer votre caméra, si cela est possible, monsieur le ministre Diallo. Et activez votre caméra, monsieur le ministre Diallo, et le micro. Et nous serons heureux de vous écouter. Il y a le ministre Dr Amadoun Touré qui s'était présenté. Et également, vous avez suivi en partie la présentation du directeur général du Fonds d'accès universel AGEFO, M. Boubacar Sako. Et monsieur le ministre, nous vous remercions d'avoir accepté de venir aujourd'hui fêter cette journée mondiale des télécommunications avec nous. Et nous n'allons pas abuser du temps et nous allons sans doute vous donner la parole et aussi vous demander si vous pouvez exactement nous faire une petite présentation parce qu'on sait tous, on n'a pas voulu parler de biographie des uns des autres parce que vous êtes des personnalités qui ont servi à plusieurs niveaux de ministère, mais aussi des personnalités qui sont connues de façon politique, mais aussi de façon internationale. Nous vous remercions en tout cas d'avoir accepté de participer à cette conférence de haut. Et je rappelle que cette conférence aujourd'hui, on est suivi depuis Kigali avec le ministre Amadoun Touré, mais aussi depuis Alger, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Botswana avec Néné Maïmé, depuis la Tunisie, depuis le Maroc et partout dans le monde d'ailleurs, et depuis Genève avec Cosmo Zavazava que vous connaissez sans doute. Donc, c'est de dire que nous sommes contents de vous avoir, monsieur le ministre, et nous sommes très heureux. Et j'avais parlé un petit peu de la journée, de pourquoi nous sommes motivés par cela. Et nous vous remercions de cet honneur que vous nous faites. Et vous avez la parole, monsieur le ministre. Bienvenue à vous pour cette conférence. Merci à vous. Vous avez la parole.
Si vous pouvez activer votre micro, ce serait parfait. Merci beaucoup. Merci à Dr Cosmos Zavazava et à tous les participants qui ont voulu honorer de leur présence cet espace d'échange. Alors, pour faire court, disons que je viens un tout petit peu de ce monde des télécommunications, de l'ingénierie. Moi, je suis à la base ingénieur informatique avec un parcours dans les grandes SS2I françaises, notamment Capgemini, Altrantec. Et puis, plus tard, je me suis spécialisé dans le monde bancaire, dans tout ce qui est conception des environnements de stockage, les entrepôts de données, les data warehouse, les data mart, les cubes de calcul, d'aide à la décision. Et puis, bon, voilà, naturellement, j'ai fait partie des équipes un peu pilotes dans la virtualisation des outils de télécommunication avec le développement sous Astérix. J'ai participé à un projet comme ça en France qui a permis la virtualisation des IWAN et des IPBX et qui permettait des interconnexions. Et donc, on a fait une petite aventure avec la création d'une société de téléphonie qui s'appelle Tirscom et qui, depuis, a connu plusieurs vies, vendue et revendue par nous. Et puis après, derrière, elle a continué à connaître sa vie. Donc, aujourd'hui, disons que moi, pour coller à la journée, hein, aux thématiques de cette journée, d'abord, c'est un événement important que de célébrer par l'UIT qui, sans nul doute, chacun d'entre nous ici, c'est quel impact cette organisation a dans l'harmonisation, dans la réglementation, dans l'accompagnement des pays les moins avancés pour mieux s'approprier de leur environnement et profiter de ce que les téléphones, la téléphonie, le numérique, le digital peuvent offrir pour améliorer nos revenus et les revenus de notre pays de façon inclusive. Et l'impact que cela a eu pour l'accroissement de l'accès aux services publics, l'extension des services publics de l'État. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça a amélioré la sécurité de nos données, ça a amélioré la traçabilité, ça améliore un peu le suivi hein, de toutes ces informations que les outils, que les hommes collectent régulièrement. Et pour nous, cette célébration a été l'occasion de faire le point sur ce qu'on a déjà fait, les perspectives que nous envisageons, et puis rappeler les immenses défis qui restent à faire pour que les nouvelles technologies soient des mécanismes d'inclusion et de développement et de croissance partagée. Donc, nous avons profité de ça pour inviter tous les acteurs de l'écosystème, les institutionnels qui sont auprès des autorités publiques, les autorités, pour partager ça. Et au moment où nous parlons, il y a une conférence qui est animée par les étudiants, tous secteurs confondus, qui évoluent dans les technologies et qui encore dans d'autres secteurs comme l'environnement, comme les sciences politiques, et qui était en échange avec moi pendant 1 heure et qui continue ces échanges avec les acteurs de l'écosystème. Donc, c'est vraiment une manière de réactualiser les acquis, réactualiser les connaissances et parler des attentes, des perspectives qui s'offrent à nous. Et puis, nos inquiétudes quant à l'intrusion et à la fulgurance avec laquelle l'intelligence artificielle arrive dans nos vies et ce que ça peut avoir comme impact sur l'emploi, sur l'humain, sur la préservation même de l'humain, parce que c'est un progrès tellement spectaculaire dans une période très courte que cela questionne vraiment la place que cela va avoir dans les environnements, dans l'écosystème du numérique, dans les télécommunications de demain. Et donc, c'est important, et je profitais donc de cette introduction pour faire cette petite parenthèse personnelle pour permettre aux différents invités de partager avec moi, de partager avec eux un petit résumé de mon parcours, donc de l'ingénierie, de la téléphonie, de l'environnement politique et maintenant en charge de mener les politiques sectorielles liées aux technologies d'information et de la communication. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'est un plaisir et un honneur de vous écouter. Et au passage, je salue la présence parmi nous du directeur de la modernisation de l'administration de l'action gouvernementale en Guinée, Mamoudou Keïta, que je lui dis un grand merci, un grand bravo à lui.
Mais aussi, je salue la présence parmi nous du Manga Dambélé, qui est chargé de questions technologiques au niveau de la population du Mali, qui sont connectés également. Et cher ami Zoher, je pense que tu peux aussi nous faire une petite présentation en tant que rapporteur et membre et chargé de presse du cluster Digital Africa. Et nous allons finir par la présentation de M. Cosmos Zavazava. Et il nous a fait plaisir parce qu'en même temps, de façon simultanée, il anime une conférence en même temps à Genève. Donc, il nous a fait une vidéo spécialement pour cette journée. Et nous remercions encore une fois de plus le ministre Amadou Touré. Merci. Peut-être si le ministre Diallo peut fermer son micro le temps qu'il prend la parole, ce serait parfait. Merci, monsieur. Merci. Zoher, tu peux faire une présentation, s'il te plaît. Oui, je suis Zoher Saïd, journaliste sur Alger. J'exerce le journalisme depuis mon ville. J'étais auparavant correspondant natal pendant 15 ans, puis je suis monté à la capitale, ça fait 8 ans. J'ai un site qui s'appelle Lycée Cherifeti en deux langues, en plus d'un site nouvellement lancé, spécialisé en santé, qui s'appelle Sahito. Je collabore aussi avec la revue Siomag et j'ai rejoint depuis quelques temps, et j'en suis fier, le Cluster Digital Africa, dont je suis chargé en relation avec la presse, en plus d'être chargé de la communication dans la commission entrepreneuriat et action et édité. Voilà, très succinctement, je salue tout le monde et surtout mes chers ministres. Merci, cher ami. Et nous allons passer la petite vidéo de M. Java pour commencer cette conférence et après, les séries de questions vont démarrer. Et, avec votre autorisation, bien sûr. Merci. Et monsieur le ministre Diallo, vous n'étiez pas là au début, mais cette conférence, elle est enregistrée. Donc, malheureusement, nous avons déjà commencé l'enregistrement, mais il est temps que vous nous rejoigniez. C'était demander votre autorisation de l'enregistrement de la conférence. Mais aussi, certainement, cette conférence il sera rediffusée sur la chaîne nationale ORTM. Et si vous donnez votre accord, bien sûr, évidemment, pour cela. Merci, monsieur le ministre. Je crois qu'on peut passer la vidéo de M. Zavazava maintenant, le directeur du BDT. Je propose qu'on réduise la charge en éteignant nos vidéos pour le moment, chacun, et en laissant la place à la vidéo qui va être diffusée. Très bien. Je crois qu'il y a un problème technique. Il va falloir reprendre la vidéo, s'il vous plaît.
Allô, monsieur le ministre, On est tous, vous disiez qu'il y a un problème oui, technique? on est tous entre ingénieurs ici. On peut plus, on ne va pas accuser les techniciens pour ça, c'est nous-mêmes. Il faut que ça marche. D'accord. Donc, vous avez dit qu'il y a. Ça peut Nous, marcher. moi, de mon côté, ça se passe très bien. Maintenant, vous voulez qu'on reprenne la vidéo, c'est ça? Oui, parce qu'on n'a rien suivi de nos côtés ici. C'était frozen. D'accord. Donc, on va relancer la vidéo. Et comme vous avez suggéré, on va demander aux uns les autres de couper leur caméra le temps que la vidéo passe pour qu'on puisse en bénéficier correctement. Merci à vous, monsieur le ministre. Merci. La bande passante. Merci. Et dès que si c'est OK de votre côté, si quelqu'un peut me faire signe dans la discussion, parce que moi, de mon côté, ça se passe très bien. Donc, parfait. Malgré les tests, ça n'a pas marché. Hein. Donc, on peut passer au prochain. Now unmuted.
Alors, moi, j'ai été déconnecté un moment, mais je ne sais pas si tout le monde a pu suivre le discours de M. Zavazava. Bonjour tout le monde. J'ai eu quelques problèmes de connexion, mais j'ai pu me connecter. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Néné. Merci d'être là avec nous. Et je sais que vous avez fait l'effort nécessaire. Et monsieur le ministre, je pense que la vidéo, certainement, elle n'est pas passée, mais bon, on a eu un petit souci de coupure d'électricité le temps que le groupe électrogène reprenne. Bon, on se fait attraper un petit peu par ce que vous savez, mais nous sommes en train d'actualiser. Certainement, nous allons demander à ce que nous allons refaire passer la vidéo peut-être vers la fin et pour que ceux qui n'ont pas pu suivre, ils vont pouvoir suivre cette vidéo vers la fin. Et nous allons accueillir Mme Néné Maïga, qui est la CEO de Orange Botswana, qui est venue nous rejoindre et qui m'avait chargé de présenter ses excuses au début, à l'entame, parce qu'elle avait une urgence et il fallait qu'elle nous rejoigne tout à l'heure. Donc, Néné, je pense que nous sommes dans les présentations et nous avons pas une lecture de biographie parce que nous avons tellement de personnalités aujourd'hui, toi y compris, on ne peut pas se permettre de lire la biographie de tout le monde, mais on a demandé à tout un chacun de se présenter un petit peu. Et je pense que nous avez rejoint qu'après le ministre Touré s'est présenté, M. Sako s'était présenté et le ministre Ousmane Gaoulou aussi s'était présenté et Zoher. Et nous avons passé cette vidéo de présentation de Zavazava qui malheureusement, entre-temps, nous, on a eu une petite coupure d'électricité, mais cela vient de reprendre. Et nous allons vous demander de vous présenter. Nous allons commencer avec 5 petites questions, mais après, derrière, je pense qu'on aura le temps d'animer des débats sur le sujet. Merci. Néné, vous avez la parole. Merci à vous. Merci beaucoup, Amadou. Merci de m'avoir invité parmi cet illustre panel. C'est un plaisir et un honneur d'être avec leurs excellences, messieurs les ministres, d'être avec mes aînés et d'avoir l'occasion de parler sur un sujet qui me tient profondément à cœur, c'est l'accès. Je n'aime pas dire des populations, mais l'accès de nos proches, l'accès de nos concitoyens, l'accès de nos camarades à la connectivité pour changer leur vie. Je m'appelle Néné Maïga, je suis malienne, mes parents sont tous les deux maliens, originaires du nord du Mali. J'ai fait mes études dans le commerce à HEC Paris et j'ai ensuite très vite orienté ma carrière vers l'Afrique. Donc d'abord dans le domaine de la télévision payante chez Canal+, et puis rapidement dans le domaine des télécoms. D'abord au Sénégal en travaillant sur la distribution, puis au Mali en tant que patronne d'Orange Money. J'ai fait un tour à la direction Afrique et Moyen-Orient du groupe Orange et je suis depuis presque 2 ans DG d'Orange au Botswana. J'en profite, comme mes autres sont maliens, pour passer des salutations extrêmement chaleureuses à tous mes collègues du Mali qui font un travail remarquable pour s'assurer que partout dans le pays, les gens peuvent avoir accès aux services d'Orange. Merci, bravo pour ce parcours. Donc, nous qui avons à peu près de la même génération, nous sommes fiers de ce que vous faites. Et je pense que lors de votre nomination, j'avais été le premier des premiers à parler, de dire que voilà, et c'est formidable, mais c'est encore plus formidable pour moi lorsque c'était dans un anglophone, anglo-saxon. Donc, je disais que bravo et cela fait plaisir. En tout cas, bienvenue parmi nous, Néné, et bravo pour le parcours et merci pour la patience de tout le monde. Et monsieur le ministre, nous allons démarrer cette conférence. Et sans doute, on va donner la parole au ministre Ousmane Gaoulou Diallo. La première question qu'on va poser, mais évidemment à tous les panélistes, et je vais mettre la question dans la discussion, mais aussi cette question, nous allons démarrer dans l'ordre comme ça avec le ministre Diallo, puis après le ministre Touré, et après ça va être M. Sako et puis Néné. Et nous allons continuer comme ça les séries de questions. Et Joël et moi je vais modérer. Et Joël, il est chargé d'être le rapporteur pour qu'on puisse après vous envoyer quelques documents, si vous êtes d'accord, pour que ces documents puissent être publiés. Parce que vous savez, le cluster Digital Africa, c'est une plateforme d'intelligence politique et d'éco-construction qui est apolitique, qui œuvre justement pour le développement du continent par le digital. Donc, à chaque fois que nous avons l'occasion d'avoir des personnalités, des personnes pointues comme ça, et on débattre avec eux, nous faisons attention de notre toujours de ces communications et de partage avec le public. Monsieur le ministre Diallo, vous avez la parole. La question est, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les pays les moins avancés
l'accès de l'utilisation des TIC aujourd'hui. Monsieur le ministre, si vous êtes avec nous, vous pouvez donner votre point de vue sur cette question. Merci. Alors, est-ce que le ministre Diallo est avec nous? Donc, je pense que le ministre Diallo a un souci, certainement, je ne le vois plus, mais on va demander au ministre Touré s'il peut donner son point de vue sur cette première question. Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les pays les moins avancés dans l'accès à l'utilisation des TIC? Monsieur le ministre Touré est avec nous. Merci, merci, voilà. Vous m'entendez? Absolument, parfait. Voilà. Et donc, alors, on a un souci avec le micro. Décidément, les dieux de technologie ne sont peut-être pas avec nous aujourd'hui, mais on va patienter que le ministre Diallo ou Touré se connecte. Je pense que le ministre Touré est en train de se connecter. Je suis désolé avec les petits soucis techniques. Absolument. Voilà. Donc, vous m'entendez bien maintenant? Absolument. Voilà. Et donc, je disais, donner la bienvenue à Néné Maïga. C'était un plaisir et un honneur pour moi parce que ma maman est Maïga, donc je la prends comme ma petite maman. Voilà. Et donc, ceci dit, on a à un tournant avec près de 2,7 milliards d'habitants qui sont pas connectés. Et 75% de ces habitants dans le monde, sur les 7 milliards et quelques d'habitants, 75% sont dans les pays les moins avancés. Et quand nous parlons de connectivité, il y a 3 paramètres principaux que nous voyons. Nous, les professionnels du système, nous voyons d'abord la couverture. Est-ce que le pays est suffisamment couvert avec les signaux, aussi bien des signaux mobiles fixes que des signaux et puis des signaux en haut débit aussi. Ça fait une grande différence. Le deuxième élément important, c'est le coût de la communication. Est-ce que ce coût est abordable pour tous? Quel est le pourcentage du coût de communication sur le salaire d'un citoyen lambda, y compris les citoyens dans les zones rurales les plus éloignées? Le pourcentage ne doit pas dépasser 10 à 15%. Et dans certains pays, c'est même moins que ça, les pays avancés. Mais malheureusement, dans les pays les moins avancés, le coût de la communication va beaucoup plus en s'élevant par rapport aux revenus mensuels des habitants. Le troisième élément important, c'est les services et les applications. Et par cela, nous voyons la qualité du service et aussi la diversité des applications. Combien de ce type de services sont mis à la disposition du citoyen, c'est-à-dire des services vocaux, des data et aussi l'utilisation que l'on en fait. Est-ce que ça passe pour des services de e-santé, e-agriculture, e-éducation? Ça passe pour les services de l'administration et surtout si ça passe dans les services financiers qui facilitent non seulement les transferts normaux que nous faisons aujourd'hui, mais aussi les autres services financiers permettant aux citoyens de créer, d'ajouter une valeur dans leur
quotidien et surtout aussi de leur faire soit des économies, soit des revenus supplémentaires. Quand je dois payer, quand j'ai l'opportunité de payer mes factures d'électricité, d'eau et autres par mon smartphone, évidemment, j'économise le prix de transport que j'ai et le temps aussi pour aller dans ces services-là, pour le faire physiquement. D'où l'importance de ces services-là. La plupart du temps, malheureusement, nous avons vu l'accès du point de vue couverture n'est pas suffisamment élevé. C'est pourquoi il y a des agences telles que l'AGFO qui sont des services créés pour justement s'assurer que le citoyen, quel que soit le lieu où il se trouve, puisse être connecté. Nous avons ces services-là qui mettent en place tout un processus pour que les citoyens ne se sentent pas différents des citoyens qui sont dans les zones, dans les villes, les grandes villes surtout. Et donc, en plus de ces trois éléments principaux, j'ajouterais les éléments importants pour un pays, c'est-à-dire la formation des utilisateurs, la mise en place d'une politique de développement qui comprend aussi la législation et la régulation, la réglementation nécessaire pour pouvoir développer les technologies de l'information et de la communication, la rendre accessible à tous et la rendre aussi à un coût assez abordable. Et pour cela, la collaboration entre le secteur privé et le secteur public est très important. Je vais conclure en disant que dans nos pays, les pays les moins avancés, l'Internet, par exemple, est utilisé beaucoup plus pour juste des communications vocales ou bien du streaming ou bien du transfert de messages. C'est plutôt surtout les réseaux sociaux. Et l'utilisation de l'Internet pour cela seulement, c'est comme si on utilisait l'électricité pour la lumière seulement. L'électricité doit être produite, doit être utilisée pour ajouter de la valeur, pour produire quelque chose, pour créer des emplois, créer des valeurs. Et la même chose pour les communications. Le citoyen, tout citoyen de cette planète a comme droit d'être connecté, d'abord, parce qu'il y a les 5 prérequis d'être le fait d'avoir accès à la communication, l'accès. Ensuite, de pouvoir partager l'information, de pouvoir utiliser l'information et de pouvoir l'utiliser de façon productive, surtout. Et enfin, surtout, de pouvoir stocker l'information. Et ce sont les 4 éléments principaux que nous voyons dans cette société de l'information dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et donc, les citoyens des pays les moins avancés doivent avoir cet accès au même titre que tous les autres citoyens de cette planète. Ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Et donc, nos pays doivent faire tout, mettre tout en place pour pouvoir faire cet accès-là. Et nous allons entendre bientôt de notre ami, le directeur général de l'AGFO, tous les efforts qui sont mis en place pour justement améliorer l'accès et la couverture et baisser le coût dans les différents coins du pays. Voilà la contribution que je voulais faire pour le moment. Et donc, et je voudrais juste dire que c'est un partenariat exemplaire, public-privé. L'Union internationale des télécommunications, qui est la plus vieille agence des Nations Unies, puisqu'elle est de 80 ans plus âgée que les Nations Unies même, et a été créée en 1865. Les Nations Unies, nous le savons, sont venues en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est la première agence donc, qui a rejoint et donc, les Nations Unies après sa création. Et sa structure, qui était antérieure à la structure des Nations Unies, fait que le partenariat public-privé est très important. Tous les travaux de recherche et développement se font par le secteur privé
ils viennent dans ce qu'on appelle des commissions d'études pour rassembler leurs travaux, et la collaboration se fait de façon très collégiale au niveau de tous les pays et toutes les sociétés. Il y a plus de 900 compagnies privées qui sont membres de l'UIT, en plus des 194 États membres des Nations Unies aussi. Voilà en gros ce que je voulais dire pour le moment, et je reviendrai plus tard. Merci, Monsieur le ministre. Et je pense que le ministre, nous avons eu aussi, donc il est en train de chercher à nous rejoindre. Mais entre-temps, je pense que M. Sako a des points de vue, et surtout vous, au niveau de la télécom, dans le milieu rural, et de façon aujourd'hui, avec ce que vous avez vécu, le background que vous avez mais aujourd'hui, peut-être nous dire, mais surtout, quels sont les principaux défis auxquels aujourd'hui vous vont être confrontés, vous, dans le terrain et dans l'action en tout cas. Oui, parlant des défis, en fait, le défi de la couverture, c'est le problème nous avait été posé quand j'étais directeur du BDT. Justement, j'ai eu la chance de créer une commission pour analyser l'accès au niveau des zones rurales. Et c'est là qu'on est venu avec l'idée de créer un fonds d'accès universel pour pouvoir nous assurer que la couverture se fait de façon régulière dans tous les recoins d'un pays. C'était en l'an 2000, nous étions au début des privatisations des sociétés nationales et de la compétition dans le domaine. Et nous savions que les compagnies privées n'avaient pas beaucoup d'intérêt à financer des équipements dans des zones rurales où la rentabilité n'était pas aussi grande que dans les zones, dans les zones, dans les grandes villes, dans les zones urbaines. Et donc, il y avait moins d'intérêt. C'est pourquoi on a eu l'idée de relever une certaine somme, 1 à 2% sur leurs revenus, et qu'on réinjectait dans le circuit pour les zones rurales les plus éloignées. Le même challenge se faisait du point de vue de la formation. Les compagnies privées ne faisaient plus la formation que faisaient les sociétés nationales. Pratiquement dans chaque pays, il y avait une école nationale de télécommunications, et ces écoles-là formaient les ingénieurs pour tout le monde. Et le secteur privé a perdu cet intérêt-là, et donc était là à mettre beaucoup plus le paquet en payant les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants, en les payant le prix fort et sans les former. Et sans parler de la formation même des utilisateurs, parce qu'un utilisateur bien formé est un utilisateur intelligent, et donc est un bon utilisateur qui va non seulement optimiser l'utilisation, mais aussi en tirer le meilleur profit. Et donc ça, ce sont les deux grands challenges auxquels nous faisions face. Donc ça nous permettait de résoudre le problème financier et le problème de développement des capacités. Il s'agissait maintenant d'adapter la réglementation, la régulation à cela, afin que cela puisse se passer tout en faisant de la compétition dans tout le pays, et y compris dans les zones rurales. Merci, Monsieur le ministre. Et je pense que j'avais un petit souci de connexion, donc c'était haché un peu, mais aujourd'hui, là, nous allons profiter pour donner cette question directement, puisque vous avez parlé de fonds d'accès universel. Et je pense que la transmission, elle est faite. Hein. Donc, Monsieur Sako, vous pouvez nous donner votre point de vue sur la question, mais aussi tout ce qui est les missions aujourd'hui de l'AGEFO, et de voir aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre aujourd'hui, quelle est l'importance même de l'AGEFO, mais quel est le rôle aussi et les missions de l'AGEFO aujourd'hui, et comment vous participez également aussi à cette inclusion aujourd'hui sur notre pays, mais aussi partager avec les autres qui nous suivent depuis leur pays, en fait. Merci beaucoup, M. Diawara. Au passage, je souhaiterais donc saluer ma sœur Néné Mega de nous avoir rejoints. Je pense que sa présence ici aussi est motivante. Et quant à votre question par rapport aux défis auxquels sont confrontés les pays moins avancés dans l'accès au TIC,
Le ministre Amadoun déjà a planté les décors. Effectivement, à l'origine, il faut rappeler que sous l'impulsion de l'UIT, la problématique a été bien posée avec effectivement les réflexions autour des stratégies qui peuvent concourir à réduire les digital divide. C'est à la suite de toutes ces réflexions et de toute cette impulsion que donc a été créée les agences de gestion des fonds. L'appellation peut varier d'un pays à un autre, mais en fait, le problème était simple. Comment disposer des investissements afin de pouvoir raccorder les populations en zone rurale. Je me rappelle, il y a plus d'une vingtaine d'années, M. Amadoun devait être directeur du BDT, si je ne me trompe pas, et un des thèmes de la journée du 17 mai s'intitulait « Mieux vivre dans les communes rurales grâce au TIC ». Et aujourd'hui encore, j'ai pu avoir accès à un document de l'UIT, le Bureau de développement des télécoms, l'UITD, où on dit encore une étude qui essaie de faire la prospective télécommunications et TIC pour les zones rurales et isolées. Donc, ça veut dire que le chemin, il est bien connu. La problématique maintenant, c'est comment y arriver. Je pense que les attentes sont nombreuses, les développements sont introduits. Il faut savoir persévérer. Alors, je répondrai à votre question en mettant dans chaque défi la contribution de mon agence. Et pour moi, le premier défi qui se pose aux pays les moins avancés, c'est le défi de couverture géographique et de pénétration du territoire. En parlant de couverture géographique, vous savez, nos pays moins avancés, il y a beaucoup de problèmes de désenclavement. Désenclavement par la route, donc désenclavement aussi par les réseaux de télécommunications. Quand il s'agit des réseaux de télécommunications, à la faveur de la libéralisation du secteur, plusieurs opérateurs concourent à travers leur cahier de charges à couvrir le territoire. Mais ces opérateurs, effectivement, comme tout opérateur économique, sont tenus par la rentabilité des investissements. D'où, dans leur stratégie, des fois, les populations dans les zones rurales sont oubliées, surtout celles qui sont disséminées sur un territoire aussi vaste comme le Mali ou le Niger, le Tchad, et j'en passe. Donc, ce défi de couverture géographique est réellement un problème. Mais au-delà de cette couverture géographique, j'ai dit tout de suite qu'il y a la pénétration téléphonique. Parce qu'il ne faut pas confondre les deux concepts. La couverture géographique consiste pour les opérateurs à étendre les réseaux sur l'ensemble du territoire. Mais la pénétration téléphonique, ça consiste effectivement à ce que ces réseaux soient accessibles et que ça atteigne les populations auxquelles ils sont destinés. Ça, c'est le premier défi. Donc, l'AGEFO agit dans le cadre de ses missions à travers la connectivité. Essayer d'abord d'investir après les opérateurs sur ce qu'on appelle les derniers kilomètres. C'est-à-dire, c'est comme un peu le chaînon manquant qui serait utile pour que, en tout cas, les populations en zone rurale puissent aussi bénéficier des services de TIC et avec la capacité suffisante. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement qu'on puisse décrocher un téléphone GSM et appeler. Il faut avoir un débit suffisant parce que autant nous sommes dans les usages, en tout cas, qui sont consommatrices de débit, et en zone rurale, c'est la même chose. C'est nous qui les appelons. Et effectivement, l'outil WhatsApp s'implante aujourd'hui durablement comme un vecteur de communication entre les populations. Le deuxième défi, c'est le défi de cohérence. Le défi de cohérence des investissements avec les besoins socio-économiques. Une chose est d'aller investir, mais il faudrait que cet investissement puisse être un levier de développement des activités socio-économiques. Parce que c'est là aussi, comme je disais, les opérateurs qui réchignaient à partir vont aller trouver un intérêt après à des investissements de l'AGEFO. Si l'AGEFO tire les réseaux d'un opérateur pour atteindre les populations, s'il n'y a pas d'activité économique, à terme, l'opérateur qui va prendre les charges d'exploitation, donc peut-être va privilégier les zones rurales rentables, je dois le dire, par rapport à ces zones qui sont non rentables. Donc, il faudrait qu'on essaie de voir qu'est-ce que les populations ont besoin, surtout en zone rurale. Est-ce qu'on va aller mettre des outils de promotion des TIC pour soutenir l'agriculture, pour soutenir les femmes, pour soutenir la collectivité organisée, pour soutenir les fêtières? Est-ce qu'il y a des ONG? Et donc, il faudrait qu'on ait une bonne connaissance des besoins des populations afin de planifier les investissements.
Le troisième défi, M. Amadou l'a dit, c'est un défi économique. Les défis économiques, il faudrait que quand on apporte effectivement cette connectivité et les services associés, que les coûts soient abordables. Parce que effectivement, la notion des services universels repose sur l'abordabilité des prix et sur la non-discrimination des populations par rapport aux tarifs. Le quatrième défi, c'est un défi important, des fois que nous oublions, c'est le défi énergétique. Aujourd'hui, dans nos pays, M. Diawara venait de le dire tout de suite, il y a une défaillance énergétique. On est encore à Bamako. Mais c'est vrai, c'est un défi, c'est un problème. Les problèmes sont faits pour être surmontés. Mais dans les zones rurales, aujourd'hui, c'est le défi énergétique. Pour un pays vaste comme le Mali, peut-être ce serait trop prétentieux de penser que chaque commune rurale puisse avoir l'électricité. Mais c'est une ambition. Et puis, c'est pourquoi les concepts du développement durable vont nous dire, dans cette quête de développement des zones rurales, il faut penser à l'énergie verte. Donc aujourd'hui, l'AGEFO, lorsqu'elle investit dans ces zones, elle est obligée, en tout cas, de supporter les investissements avec l'énergie propre. L'énergie propre, c'est les panneaux solaires, effectivement, c'est les batteries. Là aussi, ça amène une autre dimension de la gestion, parce que c'est des environnements qui doivent être faire l'objet de maintenance préventive. Donc, le cinquième défi, j'allais dire, c'est un défi socio-culturel. Les gens l'oublient. Quand on amène ces investissements-là avec les usages associés à certaines populations, ce n'est pas toutes les populations qui parlent la même langue. Donc, souvent, il faudrait qu'on soit regardant sur les défis socio-culturels en vue de l'appropriation. L'AGEFO, aujourd'hui, en partenariat avec le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et du ministère de l'Éducation nationale, est en train de penser à un projet pilote d'alphabétisation de certaines femmes et de certains jeunes en zone rurale, afin que le vecteur de l'usage soit effectivement nos langues locales. Donc ça aussi, c'est un défi qui va simplifier l'appropriation. Et le dernier défi, selon moi qui est important, c'est le défi de gouvernance. Sous le contrôle du docteur Amadou et du ministre aussi de la Guinée, effectivement, qui sont des hommes à ce niveau de gestion, on comprendra qu'une chose est d'avoir mis en place un fonds. Il faut que le fonds soit bien géré. Si le fonds n'est pas géré dans l'esprit, en tout cas, de faire les investissements qui touchent aux populations, il va sans dire que le chemin à parcourir va être très long. Donc, cette gouvernance éthique va donc venir être le dernier levier, selon moi, qui va donner à toutes les politiques et à toute la stratégie, à toute la vision assignée par les autorités, donc une opérationnalisation plus raisonnable. Donc voilà pour moi les défis. L'AGEFO, soit dit en passant, vous l'aurez compris, il a pour mission principale ces deux missions en groupage, mission de connectivité du territoire et de mettre en place les services universels associés et mission de promotion des TIC. Et dans le cadre de la couverture du territoire, nous sommes en train de planifier, après avoir identifié les localités avec les opérateurs, les localités non couvertes, toujours sous l'œil avisé du régulateur de la MRTP, mais aussi nous veillons dans les zones déjà couvertes à identifier les besoins des populations, qu'elles soient du domaine du privé ou bien du domaine du public, les collectivités organisées, c'est-à-dire c'est des mairies, c'est des personnes vivant avec un handicap, c'est aussi des associations de jeunes ou bien de femmes, que ce soit Bamako, une capitale ou bien une région. Nous veillons aussi à faire en sorte que, en tout cas, ces populations-là puissent bénéficier des outils de TIC pour assurer la promotion de leur activité. Voilà pour l'instant ce que je pourrais dire par rapport aux défis qui attendent nos pays dans l'accès au TIC, donc dans la réduction du digital divide. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Et je pense que nous avons, une fois de plus, profité de mieux comprendre vos missions. Et nous saluons au passage la présence du Sénégal, Mme Mariko, qui est avec nous, une dame très engagée aussi pour l'écosystème au Mali, qui a beaucoup œuvré au niveau du ministère. Et toutes ces années, nous avons grandi avec elle et nous continuons à en apprendre auprès d'elle. Merci d'être avec nous cet après-midi, Mme Mariko. Et je pense que Néné, aujourd'hui, comme l'a dit, la règle, c'est qu'on le suit. On a eu tonton Matoun qui a parlé, maintenant c'est le grand frère Sako qui a parlé. Maintenant, et c'est ça qui est intéressant. Donc, on va te laisser aussi la parole. Et on sait que
L'âge ne veut pas dire grand-chose, mais c'est le savoir. Mais on te remercie d'avoir été la seule femme aussi présente dans ce panel. Parce que je sais qu'à la fin, le docteur Amadou m'aurait dit, mais fiston, mais qu'est-ce que tu me fais participer à une conférence, il n'y a pas de femmes. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de voir Néné si elle serait disponible. Et heureusement que tu as accepté, Néné. Merci d'être là. Et donc, Néné, je pense que la même question, et évidemment là-dessus, et nous accompagner. Joël, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Merci, Néné. Donc, on te laisse la parole et rebondir sur cela, mais je pense que, comme Sako il l'a fait, tu peux aussi parler de ce travail d'inclusion financière que vous êtes en train de faire, mais aussi d'inclusion numérique. Vous le savez, comme tout le monde, c'est ce que moi j'ai l'habitude de dire que la seule ressource qui nous appartient, nous les Africains, c'est le digital, c'est le numérique. C'est pourquoi il n'y a pas de géopolitique, mais dans un monde de géopolitique mondialisé aujourd'hui, nous savons que la téléphonie, l'Internet ont changé le monde et nous pensons qu'aujourd'hui, vous travaillez dans ce sens. Et surtout que moi qui suis du secteur privé, parce qu'aujourd'hui j'ai la chance d'être modérateur en tant que président du cluster digital africain, mais je suis le CEO du groupe Famille. Je fais un petit peu la com au passage, mais parce qu'on est partenaire de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la téléphonie a changé l'Afrique et on a dépassé l'Europe sur ce point-là. Et nous pensons qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec tout ce qui est en train d'arriver comme nouvelle technologie aujourd'hui, les opérateurs télécoms que vous êtes, les défis sont là. Mais en tant que secteur privé, les enjeux sont énormes. En tant que provider d'emploi aussi. Donc, tout cela aujourd'hui, vous pouvez nous en parler aussi, mais de votre vision aujourd'hui, après avoir travaillé en Europe, après avoir travaillé au Mali. Aujourd'hui, vous êtes dans un autre pays aujourd'hui, mais qui a un autre monde, hein, tout à fait différent de notre conception de la chose. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur tout ce que Dr Amadou nous a dit et ce que Sako vient de dire en tant que secteur privé? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter aujourd'hui sur cela? Merci à vous. Vous avez la parole, Néné. Merci beaucoup, Amadou. Merci au docteur Touré. Merci, Monsieur Sako. Merci, Madame Mariko. C'est un plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Ça faisait longtemps. Il y a une première chose que je souhaitais mentionner, parce que je pense qu'elle est importante et qu'il faut vraiment la garder à l'esprit. C'est que, par exemple, quand j'étais au Mali, mais c'est vrai également ici au Botswana, là où je suis, sur 100 employés, 99 sont des nationaux. Et ça a un poids considérable, parce que quand on parle d'inclusion, quand on parle d'accès, c'est pas de l'abstrait. C'est nos cousins, c'est nos tantes, c'est nos parents, pour lesquels on se dit comment on se fait pour les joindre, comment on fait pour pouvoir leur envoyer un Orange Money, comment est-ce que ceux qui peuvent être moins favorisés ou plus isolés géographiquement peuvent avoir accès, par exemple, à des contenus éducatifs ou autres. Donc c'est vraiment un sujet qui est émotionnel et qui nous touche, parce que je pense qu'on se dit qu'il y a des changements et des révolutions que l'Afrique a manqué, et qu'on a l'opportunité, le devoir de faire en sorte que sur le digital, l'Afrique passe aussi bien, voire mieux, que les autres continents. Et c'est une opportunité unique et c'est quelque chose qui, je pense, rend fier tous les gens qui participent de travailler sur ce type de sujet. Un des premiers critères quand on s'appelle le secteur privé, c'est de dire finalement on est dans une industrie qui demande des investissements faramineux. Une licence, c'est des dizaines de millions d'euros, c'est des centaines de milliards. Le spectre coûte excessivement cher. Et c'est sans parler également de la partie taxation et prélèvement qui sont liés à ces activités. Donc, du point de vue d'un opérateur économique, quand je dois signer un chèque de dizaines de millions, ma question c'est, est-ce que j'ai de la visibilité pour me dire que j'aurai de la rentabilité à un horizon, quel qu'il soit, sur ces investissements? Et le fait d'avoir la prévisibilité, c'est important. C'est-à-dire que ça couvre tous les aspects, aussi bien les ressources essentielles que sont les licences et le spectre, que la partie taxation et obligations autres qui en fait donnent des contraintes et qui cadrent l'activité. C'est la première des conditions. Si je dois signer des chèques de milliards et que derrière je ne sais pas comment je vais rentabiliser cette affaire, bon, on va s'arrêter tout de suite. Et c'est pas par défaut d'intérêt, mais c'est vraiment une vraie situation. D'autant qu'on travaille dans des pays où on a effectivement des sujets d'enclavement, on a des sujets de route, on a des sujets d'électricité. Alors, jusqu'à récemment, au Botswana, c'était de la théorie, parce que 90%, l'essentiel de mes sites sont connectés au réseau, et un réseau qui fonctionne, mais avec les problèmes qu'on connaît en Afrique du Sud, on est rattrapé par certaines réalités. Mais effectivement, on a une problématique de couverture, arriver à amener le réseau partout, et s'assurer que là où on n'arrive pas, parce que c'est structurellement pas rentable, en général, il n'y a pas assez de monde, qu'on a effectivement le soutien des fonds d'accès universel pour le faire. La deuxième problématique, c'est de dire, une fois qu'on a couvert, est-ce que les gens sont équipés?
Est-ce qu'ils ont les téléphones? Est-ce que les téléphones sont abordables? Ou les tablettes? Quel que soit l'outil, est-ce qu'ils peuvent accéder? Et la troisième question qui est clé, c'est est-ce que les usages sont connus? Le premier, il faut quand même un usage d'appel. Souvent, c'est le SMS, c'est du SSD, c'est l'appel. Et plus on va, plus les usages se développent. Mais les usages ne sont pas intuitifs. Et au final, assez souvent, il faut aider les femmes, il faut aider les jeunes, il faut avoir vraiment des politiques volontaristes pour que les gens utilisent les services. Un service comme Orange Money, ce n'est pas a priori intuitif, mais au bout d'années et d'années et d'années d'efforts, on arrive vraiment à avoir une situation où les gens ont envie d'utiliser. Et finalement, c'est même pas qu'ils ont envie d'utiliser, c'est qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils l'utilisent tellement c'est entré dans la vie quotidienne. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple. Et moi, je vous le dis clairement, utiliser Orange Money, c'est beaucoup plus facile en termes de gestion des transactions financières que beaucoup d'outils qu'on a dans les pays développés. Et ça, c'est une réussite de l'Afrique. C'est une réussite de l'Afrique et je pense que c'est quelque chose dont on doit absolument être fier. Cette réussite-là dans l'accès de nos proches, de nos parents, de nos compatriotes au digital, elle n'est possible que quand il y a une intelligence, une très bonne intelligence entre les pouvoirs publics et les acteurs du privé. Ça repose effectivement sur une confiance mutuelle et ça repose aussi sur une vision à long terme qui est de se dire pour que ce projet-là marche, pour que ce projet d'inclusion digitale, d'inclusion financière marche, il faut s'aligner et que chacun arrive à en tirer du positif. Et tant que cela marche dans ce sens-là, ce qu'on voit, c'est des cercles vertueux. Et quand on regarde dans tous les pays, quand on regarde au Mali les prix de la data il y a 5 ans et les prix de la data aujourd'hui, rien à voir. Rien à voir. Pareil au Botswana. Pareil dans beaucoup d'autres pays africains que je connais, en tout cas, et je pense que mes collègues font un travail phénoménal là-dessus pour arriver au fil du temps à baisser le coût d'accès. Alors, il y a un élément qu'on n'a pas mentionné, mais qui peut être très important dans le cadre de pays comme de pays enclavés, c'est le coût de la connectivité internationale. C'est un point clé également. Donc, ça inclut en fait beaucoup d'acteurs. Les opérateurs sont un maillon de la chaîne, mais les opérateurs ont absolument besoin d'une bonne intelligence avec les pouvoirs publics pour arriver à le faire. Dans tous les cas, l'activité des télécoms, c'est une activité qui est locale, infiniment locale. C'est le revendeur qui est au coin de la rue et qui vous fait vos transactions Orange Money ou qui vous vend du crédit. C'est ça. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans le tissu de nos vies, dans nos réalités de tous les jours et qui va continuer à changer l'Afrique. La seule condition, c'est de fournir un cadre et un contexte qui permettent de le faire le plus vite possible. Parce que finalement, pour un opérateur, à partir du moment où j'ai ma licence, j'ai mon spectre, j'ai tout intérêt à développer le réseau le plus vite possible et à développer les usages le plus vite possible. C'est un rationnel qui est un rationnel d'inclusion et qui rejoint absolument un rationnel de survie financière. Donc, tant que le contexte est là et que la bonne intelligence est assurée, l'inclusion, c'est le combat de tous. Et je pense que c'est vraiment sur cet élément-là qu'on doit continuer à agir, s'assurer que les intérêts entre public et privé aillent dans la bonne direction, s'assurer que là où cela fait sens, les fonds d'accès universel soient en soutien. Et ça permet même, par exemple, c'est un projet que j'ai présenté ce matin à mon ministre et à mon régulateur, un projet d'école digitale où on équipe en fait dans les zones rurales du Botswana les écoles en donnant des tablettes à tous les étudiants et en formant les enseignants. Donc tous les contenus éducatifs sont sur tablette. Ça marche d'autant mieux qu'on a une fondation Orange qui fournit ces équipements, mais qu'aussi le gouvernement est en vrai support sur ces sujets-là et en vrai soutien. Merci, j'espère que je n'ai pas été trop longue, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Non, ça a été formidable et bravo encore pour tes explications pertinentes. Et je pense que là où c'est intéressant aujourd'hui, c'est cette matériel de nos listes aujourd'hui, parce que la chance qu'on a d'avoir Dr Amadou Touré, c'est qu'il a servi au niveau de l'Union internationale des télécoms et il a été à la base de Smart Africa et de beaucoup d'autres initiatives et il continue à être actif. Et actuellement, d'ailleurs, il participe depuis Kigali à cette conférence. Donc, ça, c'est intéressant. Mais on a aussi Sako qui avait travaillé aussi c'est sur Tellement et Malitel et qui aujourd'hui est directeur général de la GEFO. Et ça, c'est intéressant. Et de vous avoir, vous,
chez Orange avec nous. Donc, c'est de dire que c'est important d'être avec vous aujourd'hui. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je m'en vais directement pour gagner du temps sur la deuxième question qui est quelles sont les stratégies efficaces pour améliorer l'accès à l'utilisation des TIC dans les pays les moins avancés. Mais je pense que cette question, je l'avais préparée. Mais en réalité, chacun d'entre vous a plus ou moins parlé de cela. Mais aujourd'hui, si nous devons tout simplement dynamiser, monsieur le ministre Touré, on revient encore vers vous parce que le ministre Diallo a quelques soucis, donc le temps qu'il nous revienne et les autres. Mais c'est de dire encore, monsieur Touré, si vous êtes avec nous, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos pays, parce que vous qui avez eu la chance d'être ministre des télécommunications du Mali pendant un moment, et même vous qui œuvrez aussi à tout ce travail aujourd'hui sur le continent, qui a un œil et qui est connecté à toutes ces personnes qui sont en train de diriger aujourd'hui le monde des télécoms aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme stratégie efficace pour améliorer aujourd'hui l'accès aux nouvelles technologies, en tout cas, et surtout, mais aussi comment faciliter aujourd'hui la communication. Moi, je sais qu'en tant que Soniké et tous les vieilles personnes aujourd'hui dans mon village Soniké, ils savent envoyer des notes vocales pour demander, pour dire ce qu'ils avaient à dire. Mais quand moi j'étais petit, à chaque fois que je partais en vacances au village, j'étais plus ou moins dans l'intimité de ces dames-là, parce que la plupart, ils avaient leurs maris ou leurs enfants qui étaient à l'étranger, mais ils envoyaient des lettres où il fallait lire et après leur expliquer ce qui était dans le courrier. Et croyez-moi, ça a été très délicat parce que parfois, on rentre dans l'intimité d'un couple. Mais aujourd'hui, avec les notes vocales, les gens n'ont plus besoin d'aller à l'école, ils n'ont pas besoin d'être lettrés. Bon, c'est toujours nécessaire que ça se fasse, mais c'est qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Aujourd'hui, ils savent envoyer des notes vocales. Donc ça, c'est travail d'inclusion numérique et financière a été fait même en milieu rural. Mais qu'est-ce que nous pouvons mettre comme stratégie beaucoup plus efficace pour travailler sur cela? Monsieur le ministre Touré, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Merci. Merci, docteur Touré. Merci. Mais on va quand même... Vous savez, évidemment, comme Sako l'a dit, j'ai eu la chance d'être à l'origine de la création même du Fonds d'accès universel dans le monde entier, parce que à l'an 2000, comme je l'avais dit précédemment, quand on avait créé, on a mis en place une commission d'études pour voir quels sont les maux dont font face les pays les moins avancés. Et on est venu avec la conclusion qu'il fallait créer un fonds d'accès universel. Et à l'époque, c'était juste pour la couverture en téléphonie mobile. Mais évidemment, au fur et à mesure que l'évolution s'est passée dans le monde entier, il faut qu'on aille plus loin que la téléphonie, tout simplement, que l'accès à la voix. Donc, le data devient important. L'utilisation de plus de données et l'utilisation de l'Internet, pas seulement pour les réseaux sociaux, ce qui est le cas actuellement. Donc, il faut qu'on aille au-delà de cela pour que ce soit un Internet productif. Ce que je veux développer ici, c'est le fait qu'il faudrait qu'on mette suffisamment de services et d'applications gouvernementaux, par exemple, qui permettront d'augmenter non seulement la productivité, mais faire des économies ou même créer des emplois. C'est notre objectif ultime. Tout leader politique doit avoir, en fait, avoir une stratégie qui mettra en place la création d'emplois au centre de sa politique, afin que nous ne voyons pas tous les jours à la télé nos jeunes qui vont se tuer à la mer. Donc ça, c'est un de nos plus grands défis. L'utilisation de l'Internet doit aller au-delà de la simple voix ou de l'utilisation des réseaux sociaux. Il faudrait que ce soit productif. Ça, c'est un élément important. Parce que nous faisons face à trois phénomènes. Non seulement l'absence de couverture, l'absence de data dans les zones rurales, ou bien la sous-utilisation de ces datas-là, ou bien la mal-utilisation de ces datas. Tous ces trois éléments-là, il faut qu'on puisse les combattre. Cela va à travers la création de politiques d'accès, que ce soit le e-santé, le e-éducation, les services financiers dont j'avais parlé, les paiements financiers, et le e-administration, le e-government. Voilà 4 grands piliers qui permettront de faire avancer les choses et puis de donner l'accès aux citoyens à beaucoup plus de services et au moindre coût,
et qui va en fait faire diminuer leurs dépenses dans certains domaines. Si on a accès aux services financiers, on n'a plus besoin de dépenser du temps et de l'argent pour aller dans une banque. Si on a accès aux services gouvernementaux, on économise beaucoup de l'argent, on augmente la sécurité aussi. Et donc, surtout dans un pays où on a une guerre qui nous est imposée actuellement au Mali à cause de l'insécurité et du terrorisme, et l'accès aux services de communication peuvent permettre de pouvoir résoudre beaucoup de problèmes sur tous les plans, y compris les populations, mais aussi nos braves soldats qui sont en train de se battre tous les jours pour que nous puissions vaquer à nos activités quotidiennes dans le plus grand calme. Donc, voilà pour moi les voies à suivre. Et la dernière voie, M. Sako en a parlé, c'est le fait de pouvoir former les utilisateurs suffisamment pour être des smart users, des utilisateurs smart. Et nous voyons que des compagnies privées telles que Orange, et je lance un clin d'œil à Nene Maïga ici, tous les services que vous êtes en train de mettre en place, c'est justement là l'exemple typique de partenariat public-privé, des services de développement en réalité, qui font des profits, hein, parce qu'il faut pas que vous mettiez des services en place seulement en guise de charité, non. Le secteur privé est là pour faire de l'argent, pour faire des profits, et ce n'est pas un crime, cela. Il faut qu'on le comprenne. Mais on doit tout mettre en place pour que la compétition puisse continuer de façon à ce que ces acteurs privés augmentent la qualité de leurs services, qu'ils diminuent leurs tarifs de façon compétitive au fur et à mesure qu'on avance, et qu'ils augmentent la couverture aussi pour aider évidemment des services publics tels que l'AGFO pour pouvoir augmenter la couverture. Et évidemment, leur compétitivité va se montrer dans la diversité de leurs services. Donc ça aussi, c'est un élément très important. Donc quand nous parlons d'accès dans les pays les moins avancés, il faut que ça aille au-delà de la pure téléphonie. Il faut que ce soit le data à très grand, à très haut débit. C'est pourquoi il est important que nos hommes d'affaires investissent dans les data centers dans nos pays, dans les systèmes de communication, dans les fibres optiques, pour pouvoir augmenter l'accès et faire du profit comme il se doit dans ce système-là. Et moi, je pense que dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, selon mon humble expérience, si vous avez un bon projet, vous allez trouver le financement pour ce projet, parce que c'est des projets rentables. Et donc, la question de financement ne se pose pas tellement en réalité. Et donc, il s'agit d'avoir beaucoup plus d'innovation. Et je dois dire que nos jeunes sont très innovatifs. Nous venons encore d'avoir le succès de Robo Mali à la compétition internationale au Texas qui s'est passée la semaine dernière, où nos jeunes ont brillé. Et ils étaient les champions du monde de l'année dernière. Ils ont eu 3 premières places sur 4 des compétitions. Et donc, c'est des jeunes Maliens qui sont très innovatifs. Nous devons enfin nous assurer que nous donnons l'opportunité à nos jeunes sortants des universités, à nos jeunes qui sont formés dans le domaine des TIC, en développement de logiciels, à développer des solutions techniques pour nous, des solutions locales à nos problèmes locaux. Quand on parle de Orange Money aujourd'hui et tous les paiements mobiles, c'est né de l'innovation des jeunes Africains. M-Pesa, qui était à la base de la création des transferts financiers par le mobile, était au Kenya par des jeunes qui ont essayé de trouver une solution pour des gens qui n'ont pas de compte bancaire, qui veulent transférer des petites sommes de monnaie, d'argent qui sont pratiquement inexistants
dans le système bancaire actuel. Et donc, ils sont venus avec cette solution-là de paiement par le téléphone. Et voilà que grâce à cela, vous pouvez payer votre parking à New York ou à Tokyo. Vous pouvez acheter votre hamburger en ligne. Vous pouvez acheter n'importe quoi dans tout ce que vous voulez dans le marché chinois, japonais ou allemand à partir de chez vous, dans n'importe quel coin du monde. Et donc, ce sont des solutions locales à des problèmes locaux et nous devons encourager les jeunes à développer ce genre d'initiatives. Vous savez, dans le programme Smart Africa que j'ai eu la chance de piloter à son départ au Rwanda ici et qui marche très bien, je viens aujourd'hui seulement de faire un petit tour là-bas pendant la pause déjeuner. Et je vous dis, il s'agit pour nous de créer des jeunes millionnaires ou des milliardaires africains. Imaginez une application développée par un jeune Africain, un jeune Malien. Eh bien, toute application développée qui sera une solution à ces problèmes, il y aura au moins 1 million d'autres jeunes qui auront le même problème et qui achèteront cette application. Imaginons que chacun puisse acheter cette application à $1, comme c'est le cas dans le business model des GAFAM aujourd'hui. C'est dollar et des modèles de business basés sur les paiements très bas, mais à des très grandes échelles. Et donc, si 1 million de personnes achetaient votre application à $1, eh bien, vous êtes millionnaire en dollars. Nous rêvons de pouvoir créer chaque semaine des dizaines et des centaines de millionnaires ou de milliardaires africains tous les jours parce qu'ils peuvent développer des applications qui serviront aux autres compatriotes et qui vont acheter et qu'on pourra aussi exporter dans le reste du monde afin que l'Afrique puisse contribuer dans le domaine des technologies de l'information et de la communication au même titre que tous les citoyens de cette planète. Cette technologie-là est basée sur un seul élément, c'est la puissance du cerveau humain. Et vous conviendrez avec moi que c'est la seule ressource naturelle qui est équitablement distribuée dans le monde entier. Il n'y a pas une race, une culture qui en a plus ou moins. Et donc, nous devons pouvoir utiliser cette technologie-là et pouvoir apporter notre contribution au reste du monde entier. Merci, Monsieur le ministre. Et c'est ça, c'est une véritable école hein, quand on vous écoute et on apprend beaucoup. J'espère que moi, j'aurai la chance d'être parmi ces jeunes millionnaires du continent africain. Donc, Mais ce qui est intéressant un jour, c'est de savoir qu'aujourd'hui, vous qui avez beaucoup donné, vous continuez encore à participer, à nous donner encore la bonne vision, mais surtout à donner votre point de vue sur cela. Et je crois que pour ne pas abuser du temps, et je posais plusieurs questions dans la discussion, et je crois que Sako ou Néné qui veut prendre la parole, aujourd'hui peut donner son point de vue sur ces questions que j'ai posées, mais nous allons prendre quelques questions aussi du public qui ont été posées également. Et la question aujourd'hui, peut-être Sako, que je vais vous poser vous en tant que directeur général de l'AGEFO aujourd'hui, parce que côté institutionnel, vous représentez aujourd'hui l'État malien. Au passage, j'ai vu que la ministre de la Santé, Jamilatou, était connectée rapidement et parce que tout simplement, elle est informaticienne. Donc, forcément, même si elle est ministre de la Santé, elle a dû voir que le thème est intéressant, mais elle a dû voir aussi les personnes qui sont en train d'animer. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous essaie d'apprendre aujourd'hui de vous. Mais, M. Sako, comment le gouvernement peut-il travailler avec le secteur privé pour favoriser le développement d'éthique dans nos pays? Et le cas de l'AGEFO aujourd'hui. Et cette question, je vais la coupler à une question qui a été posée par le coach Touré, qui disait quel est le rapport entre l'inclusion numérique et l'accès universel à l'éducation. Donc, je pense que c'est la même question. Néné a un petit peu parlé de ce qu'ils sont en train de mettre aujourd'hui au Rwanda et au Botswana, mais aussi, M. Sako, vous pouvez me donner votre point de vue sur cette question-là, mais aussi comment aussi les pays les moins avancés peuvent assurer que leur population, y compris les marginalisés, bénéficient de l'accès au TIC. Notamment, on parle dans le cas du Mali des personnes en zone de conflit, des personnes déplacées, mais aussi les personnes à mobilité réduite, mais les personnes en milieu rural. Je crois que Néné a un petit peu parlé également de tout cet aspect-là, mais on va reposer la question et on va écouter vos points de vue pour cela. Et après ce passage-là, nous allons faire un dernier tour de table et puis on va vous libérer. Et sinon, on ne va pas abuser de votre après-midi. Donc, M. Sako, si vous êtes là, vous avez la parole. Et après, Néné peut aussi directement rebondir sur les différentes questions.
Merci, Diawara. Je suis dans un environnement assez brillant. Je vais y tenter parce que j'ai compris l'essentiel de la question, quoique certains aspects, vous voyez, je suis dans un environnement très brillant. Je vais tenter, mais si la qualité audible à votre niveau n'est pas suffisante, vous m'informerez comme ça, je donnerai la parole à Néné. Je ne vais pas être long. En fait, nos pays doivent avoir une stratégie. Et cette stratégie, vous m'entendez là? Vous m'entendez? Alors, c'est vrai qu'on entend plus de bruit que vous, mais soit ce qu'on peut faire, on peut inverser, on peut donner la parole à Néné rapidement. Je vais donner la parole à Néné et je reviendrai. Voilà, autant que ça se calme de votre côté. Merci, Néné. Néné, vous avez la parole. Merci beaucoup. Il y aurait beaucoup de choses à dire. J'aurais beaucoup de choses à dire. Je vais me limiter simplement au sujet sur comment s'assurer en fait que l'Internet est plus productif, parce que c'est une clé. C'est-à-dire que si on reste dans une position de consommateur, la valeur est moindre que dans l'idée de se dire ces technologies-là, on va apprendre à les maîtriser, on va devenir producteur pour nous-mêmes d'abord, et puis pour le reste de la planète ensuite. Et ça, c'est vraiment un objectif qui me tient à cœur, parce qu'il s'agit de favoriser un écosystème local. De la même façon qu'on juge un père à ce que deviennent ses enfants, je pense qu'on peut juger une entreprise qui se veut socialement responsable à ce qu'elle sème dans son écosystème autour d'elle. Et un des projets que nous avons ouverts et que nous allons ouvrir dans tous les pays où Orange est présent, et qui c'est un projet africain, c'est un projet d'Orange Digital Center, c'est-à-dire avoir dans un endroit une école du code gratuite, un Fab Lab, d'avoir tous les équipements dernier cri, que ce soit de la découpe laser, des imprimantes 3D, et de se dire qu'est-ce qu'on veut favoriser. C'est à la fois l'emploi dans le digital, mais aussi les startups locales. Leur donner les moyens d'essayer, leurs moyens d'expérimenter, les moyens d'avoir des clients potentiels sans souffrir du fait que vous êtes dans nos pays. Et ça, c'est extrêmement important. Et on voit les startups qui sont passées par ces Orange Digital Center se développer de plus en plus et contribuer de plus en plus à l'innovation dans nos pays. Et je pense que d'ici quelques années, on aura des champions continentaux, voire mondiaux, qui seront passés par ces institutions. C'est clé. C'est un pari sur l'avenir, mais c'est un pari qu'il faut faire, parce que c'est pas, si on finance 100, c'est pas 100 qui réussiront, mais il y en aura assez pour que ça ait un impact positif dans nos pays. Je pense, Néné, au début, quand je disais que vous nous inspirez, nous, de la même génération, et c'était important. Vous voyez, c'est ça, quand on est une femme et qu'on est leader et qu'on est une femme responsable, on a entendu le bébé qui pleure à côté, donc c'est de dire que c'est pas facile de jongler entre le travail, entre le développement, entre tout ce que vous faites comme engagement, et aussi vous jouez pleinement votre rôle de maman. Et ça, c'est à saluer. Bravo à vous et merci infiniment pour cet engagement que vous faites. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Donc, maintenant, c'est peut-être Néné, le temps que ça comprenne la parole. Comment vous pouvez-vous inciter les femmes aujourd'hui qui sont moins en moins engagées? Vous savez, on a tellement vu Mme Mariko. On aimerait avoir d'autres dames comme Mme Mariko aujourd'hui, que ce soit dans l'administration publique. On aimerait avoir d'autres femmes scientifiques comme Astou Founé, etc. Mais il y a beaucoup moins en moins de femmes qui vont vers ces métiers de sciences. Mais aujourd'hui, vous avez parlé de Orange Digital Center, dont j'ai eu la chance d'animer plusieurs conférences et avec un excellent travail que Touré est en train de faire avec son équipe au Mali. Mais c'est de dire qu'aujourd'hui, comment nous pouvons collaborer entre secteur privé aussi, parce que cette collaboration ne peut pas être que secteur privé public, mais entre nous, secteur privé, comment nous pouvons collaborer pour accompagner. Moi, je sais qu'aujourd'hui, avec l'université virtuelle que nous avons lancée au Mali, nous avons eu à collaborer avec Orange aujourd'hui. Les paiements se font via Orange Money. Et cette plateforme, aujourd'hui, nous avons travaillé d'ailleurs sur cette plateforme de visioconférence que nous avons mis en place en famille pour que nos étudiants, nos apprenants puissent accéder sans pour autant avoir le data. Tout ça, c'est un travail qui est en train d'être fait. Et tout cela, mais c'est aujourd'hui de dire comment nous pouvons aborder le maximum des jeunes filles dans ces formations, parce qu'aujourd'hui, la question n'est pas d'avoir un bac plus 20, mais la question, c'est d'avoir un métier. Aujourd'hui, moi qui suis dans le secteur du développement des applications, mais qui est aussi dans l'éducation, nous savons tous qu'aujourd'hui, c'est les nouveaux métiers, la plupart des métiers de 2030, voire 2050 sont partis. Il va falloir les créer, il va falloir les adapter à nos réalités, à nos environnements, mais il va falloir aujourd'hui donner du travail à tous ces jeunes qui sont en décrochage scolaire. Et le ministre l'a dit, notre pays aujourd'hui mène une guerre aujourd'hui
mais cela est dit parce qu'ils ont aussi des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de travail. Comment nous pouvons coupler tout cela? Et les télécoms, Internet jouent un rôle important aujourd'hui pour ce travail d'inclusion, mais aussi de connectivité. Je pense que le directeur général, Sako, il n'a pas assez de temps avec le bruit qui se pose. Mais moi, je sais que les cases Wi-Fi que vous êtes en train de faire, M. Sako, tous ces projets que l'État, le gouvernement du Mali est en train de faire, on a parlé de téléphonie, on a parlé de la libéralisation du code ISSD qui a été fait par le Mali, et c'est excellent aujourd'hui, ça permet à rejoindre ce que le ministre Touré disait. Décidément, M. Sako m'a transféré le bruit, hein, parce qu'apparemment, moi aussi, j'ai quelques bruits de fond, mais c'est un Sako, donc c'est pas surprenant qu'il profite de l'occasion pour m'envoyer un petit peu son bruit. Mais c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de dire que la libéralisation du code ISSD au Mali va permettre aujourd'hui à tous ces jeunes startups aujourd'hui de développer des applications autour de cela pour pouvoir répondre à des problématiques liées à nos sociétés, mais aussi à notre réalité. Donc, le ministre Touré a parlé de tout ce qui est en train d'être fait au niveau de Kigali, qui est aujourd'hui un exemple important pour nous à le dire. Mais la question qui se pose aujourd'hui, M. Sako, comment le gouvernement du Mali et comment le gouvernement africain de façon générale peuvent accompagner le secteur privé, mais nos startups, mais aussi travailler dans l'éducation et travailler avec le secteur privé. Et pour terminer, M. Sako, je veux coupler à une question qui a été posée par Mamoutou Diarra sur le chat. Il dit, est-il possible du côté de l'organe de régulation de rendre certaines bandes de fréquences gratuites avec la G5 et on sait qu'il y a des bandes sans licence, des bandes de zones multimétriques. Ces bandes peuvent autoriser des débits allant jusqu'à 20 mégabits. Est-ce que nos régulateurs autorisent l'accès de ces bandes de fréquences? Maintenant, j'ai vu un certain Asko Faré, je pense que, je ne sais pas si c'est Asko Faré du régulateur qui est là, mais je sais que le président Sangaré m'avait fait comprendre qu'il ne pouvait pas malheureusement être avec nous, il est en déplacement et dans la sous-région, qu'il ne pouvait pas participer à cette conférence, on aurait bien voulu l'attendre, mais je crois qu'aujourd'hui, que ce soit vous, M. Sako, vous pouvez me donner votre point de vue sur cela. Bien. Merci. Un moment, je m'étais absenté pour que l'environnement quand même soit propice à nos échanges. Je m'en excuse d'ailleurs. Alors, pour les questions que vous avez posées, je vais partir de la stratégie. Je n'en dirai pas grand-chose après tout ce qui a été expliqué par le docteur Amadoun. En fait, quand l'UID, en tout cas, a impulsé cette vision, en tout cas, de penser à réduire le fossé numérique à travers la mise en place de fonds d'accès, les pays ont librement choisi leur stratégie. La stratégie de certains a été de regrouper toutes les parties prenantes autour de la question, public, privé, et puis bailleurs de fonds, pour imaginer quels peuvent être les scénarios, en tout cas pour que le fonds soit investi. Mais dans d'autres pays, il n'y a pas eu de stratégie écrite. La stratégie a été de dire, on met un fonds en place, on dit à l'agence, on lui montre la voie à prendre, et puis elle investit, on évalue au résultat. Moi, je suis du Mali, donc nous avons eu une stratégie. La première stratégie, elle datait de 2010-2020. Donc, en 10 ans, les télécommunications allaient très vite. Au départ, certaines analystes pensaient que le boom de la téléphonie mobile n'est pas fait pour l'Afrique, mais je pense que l'Afrique est le continent aussi. En tout cas, c'est un continent qui peut rendre caduques toutes les idées présumées. Donc, le boom de la télécommunication, sinon de la téléphonie mobile en Afrique, a atteint des records insoupçonnés. Ça veut dire qu'il y a un besoin. Alors, lorsqu'il y a un besoin, il faudrait que ce besoin touche aux populations rurales. Telle a été la vision. Maintenant, comment faire pour que nous puissions arrimer tous les secteurs, effectivement, qui ont ce besoin-là? Et ce sont ces secteurs-là qui vont impliquer les entreprises privées, notamment les startups. Moi, je pense à des axes sectoriels que nous imaginons déjà, parce que nous sommes en train de penser faire une nouvelle stratégie. Au plan sectoriel, l'agence peut aider effectivement la politique du ministère de l'Éducation nationale, et notre agence le fait déjà à travers les centres Wi-Fi. Les centres Wi-Fi, c'est un ensemble de tablettes pour des petits apprenants, afin déjà de créer cette inclusion numérique et qui peut les préparer pour les usages futurs, en tout cas du digital. Au niveau du ministère de la Santé, nous sommes en train de penser, de conceptualiser un projet pour penser à la télémédecine. Nos pays ont été à l'avant-garde, effectivement, des innovations. On a créé un peu des structures qui réfléchissent, mais je pense que quelque part aussi, les leaders doivent avoir cette ouverture d'esprit afin de mutualiser les ressources, mutualiser l'intelligence, afin de pouvoir
servir les objectifs assignés. Au niveau aussi du ministère au niveau du ministère de l'Agriculture. Au niveau de l'agriculture, aujourd'hui, Orange a déjà au Mali et puis dans d'autres pays fait des modèles économiques où les paysans sont effectivement en connexion avec en tout cas, les gros acheteurs au niveau de certains pays. Donc, il faut imaginer toutes ces attentes-là et puis pour les servir et puis afin que la technologie ne reste pas aussi seulement au niveau de la connectivité, mais qu'elle soit plutôt au niveau du contenu et au niveau du débit. Quelqu'un disait tout de suite la 5G. Je ne peux pas parler à la place du régulateur, mais je ne suis pas certain que l'état actuel de notre réglementation prend en compte déjà, en tout cas, les usages de la 5G. La 5G, c'est une innovation. Elle va venir vite aussi, mais la question est importante parce qu'il faut bien poser aujourd'hui cette question parce qu'elle prépare à des usages extraordinaires, presque inimaginables. Il y a d'autres innovations qui viennent, comme par exemple, après la 5G, on parle aujourd'hui du Web 3.0, on parle de l'intelligence artificielle, les 4GPT, on parle des métaverses. Tout ça, c'est des innovations qui, dans 1 ou 2 ans, je vois déjà des étudiants qui commencent à les mettre sur l'intelligence artificielle, qui téléchargent les ChatGPT. Donc, il y a déjà un besoin à différents niveaux, mais les besoins vont aller grandissant. Donc, ça, les partenariats publics-privés, l'État doit être l'impulseur, en tout cas, du développement du réseau, afin que ce développement du réseau atteigne. Mais tout ce que l'AGEFO fait appel à des prestataires privés. L'AGEFO a un fonds. Lorsque l'AGEFO veut installer des cases Wi-Fi, les règles de marché public sont respectées, mais c'est des prestataires qui sont consultés, ils sont des prestataires privés. Lorsque l'AGEFO s'adresse pour la connectivité, c'est vrai, faire appel aux opérateurs de télécommunications traditionnels. Et l'AGEFO a même dit, dans l'état de la régulation, il est admis qu'au Mali, il puisse avoir un opérateur de services universels. Il n'y en a pas pour l'instant, mais des fois, quand nous sommes approchés, nous disons aux gens, allez-y voir l'état de la réglementation et vous y conformez. Parce que là, il y a de l'argent, mais les gens, peut-être, ils n'aiment pas le capital et risque. Parce qu'aller acheter une licence, ils voient le coût et ils ne se projettent pas pour voir la rentabilité à terme. Moi, je pense que le partenariat public-privé est même essentiel pour le développement du réseau. Et je pense que l'AGEFO est dans cette dynamique-là à travers les stratégies de formation. Nous formons beaucoup les collectivités pour le développement des compétences. Et toutes ces formations sont assurées par des entreprises privées. La structure est publique, le fonds est public. Les bénéficiaires sont nos populations, comme les Guinéens, nos cousins, nos parents. Mais en réalité, la contribution de l'État, elle est accompagnée par les prestataires privés. Je ne sais pas si j'ai répondu effectivement aux attentes de la question. C'est pour l'instant ce que j'ai trouvé. Mais l'état de la réglementation au niveau de la 5G, je pense que si quelqu'un de la MRTP était dans les panels, aurait mieux répondre. Mais je ne suis pas certain pour l'instant que nos textes sont adaptés à toutes les attentes, sinon à toutes les problématiques que la 5G va poser. Je vous remercie. Alors, merci, M. Sako. Je pense que vous avez bien répondu, évidemment. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est le timing qui nous pose problème. Monsieur le ministre Touré, avec votre accord, et je pense que nous pouvons faire un dernier tour de table et après, pour que chacun conclue la partie. Mais il faut noter qu'aujourd'hui, moi, en tant que secteur privé, en tant qu'acteur local, je sais quand même qu'il y a un travail qui est fait, il y a une dynamique qui est là et chacun de nous, dans nos différentes startups, dans nos différentes sociétés, nous faisons en sorte que le Mali soit parmi les pays les plus avancés à ce niveau-là. Et la superficie, l'immensité de notre pays fait qu'aujourd'hui, toute la densité également, malheureusement, est dans nos grandes villes. Donc, il va falloir trouver plus de solutions pour connecter les endroits les plus éloignés et apporter des solutions, évidemment. Mais la question importante qui reste aujourd'hui, c'est de pouvoir en débattre. Et aujourd'hui, vous nous donnez cette possibilité de débattre, de discuter de cela. Et cette conférence, elle est vraiment extrêmement intéressante. Ça nous a permis de travailler, d'apporter des solutions. Et nous pensons que le ministre peut dire son point de vue. Après, je crois que Néné pourra dire son point de vue. Et puis après, Sako, vous pourrez éventuellement intervenir. Après, Zoé, qui va être le chargé de presse, il fera un article sur cela avec sans doute vos accords, si vous êtes d'accord pour cela, pour qu'on puisse chaque fois nous partager vos points de vue sur ça. Vous remarquerez qu'il y a eu des tweets live, qu'il y a eu des publications sur les phrases
sur des mots que vous dites et qui nous ont marqués et que nous pensons qu'il était nécessaire de partager avec le public et sans doute avec le grand public qui n'a pas pu se connecter à cela. Et cette conférence a eu quand même de l'audience entre 80 et on est jusqu'à monter à 80, 90 par moment. Donc, c'est intéressant. Ça prouve à quel point cette journée, il était nécessaire de vous avoir. Nous nous excusons de vous avoir empiétiné, de pouvoir pousser à prendre du temps dans votre emploi du temps chargé. Mais la question importante pour nous aujourd'hui, c'était de vous écouter. Nous remercions les participants qui ont participé à cela. Et en tout cas, Monsieur le ministre Touré, vous avez la parole pour un dernier tour de table. Après, Néné peut prendre la parole et puis Sako et si Zoher veut dire quelque chose et on va pouvoir clôturer cette conférence. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vraiment, je suis très satisfait personnellement de toutes les conversations que nous avons eues aujourd'hui. Je voudrais dire ici que pour ce qui me concerne, en tout cas, selon mon analyse de la situation dans notre pays au Mali, et particulièrement dans beaucoup d'autres pays africains, toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour le développement des technologies de l'information et de la communication, vraiment à un niveau acceptable. D'abord, nous avons les organes gouvernementaux qui sont là pour ça, la MRTP, l'autorité de régulation des télécommunications, qui est l'arbitre sur le terrain. Nous avons le ministère qui fait les lois qui vont être appliquées par cet arbitre-là. Et nous avons la chance au Mali aujourd'hui d'avoir un ministre qui est juriste. C'est lui qui doit aller à l'Assemblée nationale défendre les lois et pour pouvoir faire la vision de l'État, du gouvernement. Et ce sera appliqué par la MRTP. Nous avons une direction nationale du numérique, la DNN, l'AGETIC et l'AGEFO, qui sont les organes nécessaires pour pouvoir vraiment, c'est-à-dire que toutes les pièces du puzzle sont là et réunies. Et il s'agit pour nous de mettre en place des services de santé, e-santé, des services d'éducation, e-éducation, des services d'agriculture, e-agriculture, des services financiers et autres, et aussi les services gouvernementaux pour rapprocher les citoyens du gouvernement. Tout ça, ça nous permet d'ajouter à l'utilisation de ces services-là et avoir le maximum de citoyens qui vont avoir accès, y compris les gens dans les zones les plus éloignées du pays. Néné Maïga a fait cas d'un exemple très important qui se passe à Orange Digital Center, que j'ai eu la chance de visiter, un outil formidable, où ils apprennent aux gens à faire le codage. Évidemment, j'attire l'attention sur cet élément-là. C'est très important. Le codage est une matière qui doit être enseignée dans le curriculum de l'enseignement, du primaire, du jardin d'enfants jusqu'à l'université. Parce que ceux qui ne pourront pas faire le codage de demain, ce seront les analphabètes de demain. Et donc, c'est très important. Et ceci dit, une fois que nous aurons mis tout ça en place, je vais dire au secteur privé qu'il y a des opportunités d'investissement et de revenus pour eux dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine du contenu, développement du contenu, dans le développement des applications et des services, et dans le domaine de la formation. Voilà les 4 grands piliers sur lesquels vous pouviez investir et vos investissements ne seront pas vains et ça pourra contribuer vraiment au développement général des technologies de l'information afin que nous puissions attirer une industrie des technologies de l'information et de la communication en Afrique ici. C'est la politique, la stratégie qui est en train d'être élaborée dans le continent africain, dans des structures telles que Smart Africa et d'autres d'ailleurs, au niveau régional ou sous-régional ou bien continental. Il y a plusieurs structures qui sont en train d'être élaborées dans ce sens-là. Et donc, pour moi, l'espoir est permis et nous allons apporter notre contribution aux efforts de l'Union internationale des télécommunications, que je remercie de passage pour avoir choisi ce thème-là cette année pour cette journée mondiale des télécommunications. Et enfin, je voudrais aussi remercier M. Diawara pour tout ce qu'il a fait. Vous me disiez tantôt que vous espérez être millionnaire. Vous l'êtes déjà. Je ne dirais pas un secret si j'informe les gens que
un très grand, un géant du numérique comme Facebook voulait vous acheter l'année dernière. Hein? Et je crois que depuis, vos produits se sont améliorés encore plus, et donc vous avez beaucoup plus de valeur. Et donc, je pense que le terme millionnaire ne serait pas plutôt approprié, mais plutôt milliardaire. Je l'espère très bientôt pour vous. Merci, monsieur le ministre. Merci. Donc, Néné, je pense que monsieur le ministre, il suit tout. Hein, donc, ça veut dire qu'il y a la moindre détail, ça ne lui passe pas. Donc, ce qui est intéressant. Et Néné, peut-être que vous pouvez réagir, mais en même temps, il y a deux questions qui ont été posées. Un qui a été posé à l'AGEFO, mais je pense que le directeur général de l'AGEFO suit les discussions dans le chat par Doumbia qui parle qui s'adresse à l'AGEFO directement. Mais il y a aussi M. Diala qui s'adresse à l'AGEFO. Donc, décidément, Sako, vous voyez, donc, votre bruit a dit pousser les gens à vous poser beaucoup de questions. Donc, on vous laissera la parole à Néné. Et peut-être Sako va répondre à ces questions-là et tout à l'heure. Et là-dessus, merci encore, monsieur le ministre. Et Néné, si vous pouvez nous dire quelques mots encore, ce serait toujours un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup Amadou. La première chose que je voulais dire, c'est qu'on a tendance à penser que le Botswana, c'est très différent du Mali. Or, le Botswana, c'est la moitié du Mali, c'est 10 fois moins d'habitants, c'est 2,4 millions d'habitants. Donc, on a aussi un sujet de faible densité. La moitié du pays, c'est un désert, comme le Mali. On a énormément de bétail, tout le monde a un champ, comme au Mali. Et d'ailleurs, pour les gens qui aiment la bonne nourriture, on trouve du widjila ici et de la très bonne viande. Donc, si vous venez nous rendre visite, vous ne serez pas tout à fait dépaysés. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire au Botswana? Orange Botswana a été la première filiale du groupe Orange en Afrique à lancer la 5G en fin de l'année passée. On a réussi à le faire parce qu'il y a eu une politique très incitative du régulateur et du gouvernement. Il nous a permis de lancer la 5G dans un pays où, a priori, on aurait pu se dire c'est compliqué, c'est difficile, etc. Quand vous avez le soutien et les bonnes conditions, vous êtes capable de le faire en anticipation, en avance de phase. Et je vais donner peut-être juste 2 cas d'usage. Un qui est quasiment finalisé et l'autre qui est à l'état un peu plus avancé. Le premier, c'est de se dire que la 5G, ça permet de pallier l'absence de spécialistes médicaux, par exemple de radiologues dans les régions. Et on peut faire interpréter des résultats d'analyse ou de traitement sans avoir besoin de faire 200, 300, 400 km. C'est un vrai sujet et ça nous permet en fait de démultiplier l'impact des personnes spécialisées qu'on peut avoir. Le deuxième sujet, le deuxième exemple, c'est l'ambulance. C'est quoi le danger et le risque dans l'ambulance? C'est le délai entre la prise en charge par les ambulanciers et l'arrivée au niveau d'un médecin. La 5G, c'est aussi réduire ça et donc augmenter les chances de survie des patients. Et ça, c'est encore à l'état de projet, mais c'est quelque chose qui peut vraiment adresser des problématiques quotidiennes et centrales de nos pays. La deuxième chose sur laquelle je voulais parler, c'est de se dire que, donc la conclusion de ces 2 exemples-là, c'est de dire que quand le contexte est là, on arrive à développer des solutions pour nous très rapidement, pour mettre le contexte. La deuxième des choses, c'est quand on parle des femmes, c'est juste pour partager ce message, c'est que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et puis que quand on regarde, on pense que c'est une fatalité par avoir des femmes, ça ne l'est pas. Vous parlez à des Chinois, ils vont vous dire, je ne comprends pas le problème, nous on n'a pas ce problème. 45% des ingénieurs chez nous, c'est des femmes. Vous parlez à des Tunisiens, ils vont vous dire, non, chez nous, à 60% les ingénieurs, ce sont des femmes. C'est un sujet de culture. Et le premier pas pour changer la culture, c'est l'éducation et l'information. C'est possible. Et quel meilleur moyen pour le faire que le digital? D'ailleurs, je pense qu'il y a absolument des projets à lancer au Mali, à développer au Mali sur ce thème-là. S'il y a l'occasion d'un prochain panel, je serais extrêmement heureuse d'avoir des idées, des contributions. Merci infiniment à tout le monde, à tous les participants, et puis au plaisir de vous revoir en physique, j'espère. En tout cas, merci Néné, et je pense que nous allons, avec la gouvernance, bien sûr, je parle sous le contrôle de la gouvernance du cluster Digital Africa, avec Dr Amadou Touré et tous les autres qui ne sont peut-être pas avec nous aujourd'hui. Le cluster envisage d'organiser, ça va être un grand événement qu'on va organiser de façon hybride, en ligne et en présentiel,
nous allons essayer de courtiser la GEFO s'ils veulent être partenaires de cela. Nous allons organiser les assises de la transformation digitale du Mali, justement, et la question du milieu rural et sera vraiment au cœur de cela. Et l'interopérabilité va être au cœur également. Et forcément, nous allons vous faire appel, tant qu'on peut, nous, demander à nos champions africains, mais aussi maliens, de participer à des conférences pour donner leur point de vue. Nous allons les appeler et soyez-en sûrs que nous allons vous solliciter, évidemment. Et M. Sako, si vous nous attendez, je crois que nous avons quelques questions du public et que sans doute vous avez eu le temps de les lire, mais aussi vous pouvez nous donner votre point de vue sur ces sujets-là également. Et éventuellement, moi-même, je viens d'annoncer que nous allons vous solliciter également pour voir comment nous pouvons travailler sur ce fameux projet que nous sommes en train de documenter, que nous avons fini de documenter, que nous avons travaillé au niveau du cluster Digital Africa, qui est d'organiser les assises de la transformation digitale du continent africain. Et une première édition qui va se tenir au Mali et une seconde édition que nous sommes en train de voir entre soit le Rwanda ou l'Algérie. Donc, nous souhaiterons certainement, nous passerons vous voir pour cela. Mais la question aujourd'hui, je pense qu'on vous a posé beaucoup de questions dans le chat, mais aussi votre point de vue est important aujourd'hui. Nous savons que notre pays, aujourd'hui, dans la situation actuelle, les télécommunications jouent un rôle décisif aujourd'hui dans la sécurité même de nos pays, de nos populations. Nous savons que dans certaines zones, aujourd'hui, les populations qui sont là, on arrive à prendre des nouvelles de nos parents, on arrive à les envoyer de l'argent à travers la téléphonie. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, la GEFO, plus que jamais, va être sollicitée à chaque fois et par la population, mais surtout par le secteur privé, mais même par le gouvernement d'ailleurs, pour l'accompagner dans ses missions régaliennes. Donc, M. Sako, vous avez quelques minutes encore pour répondre aux questions qui ont été adressées directement à la GEFO, mais aussi vous-même nous donner vos points de vue et après, on va essayer de clôturer cette conférence. Merci à vous, M. Sako. Okay. Oui, M. Diawara, je voudrais dire que je dois quitter dans 3 minutes, si vous me permettez aussi, vraiment. Donc, Monsieur le ministre, je pense que vous êtes pleinement excusé, il n'y a pas de souci. Voilà, d'accord, merci. Je pense que je vais intervenir dans 1 minute chrono. Juste, il y a une question qui a été posée par M. Mamadou Doumbia qui demande si un prestataire privé peut approcher la GEFO pour la réalisation d'un projet en commun. La réponse elle est négative parce que qui gère un fonds public, il y a des orientations précises qui sont assignées à l'utilisation de ce fonds. Les fonds de la GEFO ne sont pas destinés à aller chercher de la plus-value. Alors qu'un opérateur économique, par essence, quand il met de l'argent, il attend des bénéfices. Nous ne cherchons aucun bénéfice sur l'investissement qui nous est alloué, à moins que ce soit un philanthrope qui veut venir aider son pays. En ce moment-là, nous lui dirons de passer par les ministères. La deuxième question, c'est Mamoutou Diara. Mamoutou Diara qui dit, du côté de la GEFO, est-ce qu'il y a une stratégie permettant aux chercheurs et ingénieurs de la diaspora de contribuer à l'amélioration des TIC? Oui, au Mali, ça existe, mais pas à la GEFO. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut voir les choses sur l'aspect sectoriel, peut-être rapprocher le ministère de l'économie numérique et même à travers la direction nationale de l'économie numérique. Donc, voilà les 2 questions qui ont été répondues. Et pour dire, soit en passant, la GEFO reste réceptive à toutes les études qui contribuent vraiment à faire des TIC un levier réel pour le développement. Mais à cet effet, en accord avec ses missions, elle va peut-être donner la réponse, sinon elle pourra orienter les demandeurs vers, en tout cas, je vais dire, l'organisation la mieux disposée à répondre à la question. En fait, nous gérons un fonds, nous ne sommes pas dans les politiques. Nous sommes dans l'opérationnel, nous ne sommes pas un opérateur technique, nous sommes un investisseur qui a de l'argent comme une banque, mais c'est une banque qui est orientée sur le développement des TIC et en zone rurale ou bien la promotion des TIC. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là et nous serons toujours en tout cas disposés, en tout cas à donner notre avis sur la question en tant que structure publique, mais tout en disant que les questions d'ordre réglementaire, c'est à l'AMRTP et les politiques sectorielles, c'est au niveau du ministère. Merci beaucoup. En tout cas, merci Sako et merci Néné. Et je pense que Dr Amadoun, si vous êtes là, les 3 minutes, je crois que Sako a fait vite. Donc, si vous pouvez donner le mot de la fin, nous, on sera content de vous écouter. Mais en ce qui me concerne, je vous remercie infiniment d'avoir accepté. Je m'excuse de la mauvaise, peut-être certainement de la mauvaise qualité de ma modération. Mais quand on a un panel de personnes comme ça, c'est toujours difficile de
modérer, mais la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai appris beaucoup et je pense que le public également. Je remercie le public, je remercie tous ceux qui ont eu à participer dans le débat à travers les chats, les discussions, mais qui ont eu aussi leur temps à nous écouter. On le remercie infiniment et on invite tout le monde à rejoindre le Cluster Digital Africa, qui est une plateforme d'intelligence collective de co-construction pour le développement du continent par des Africains, mais aussi par les amis de l'Afrique. C'est à titre honorifique, sans engagement, et tout le monde est bienvenu. Venez rejoindre cette dynamique aujourd'hui. Nous avons quasiment 2 ou 3 conférences par mois que nous animons avec des experts et que nous débattons sur les sujets essentiels liés au continent africain. Monsieur le ministre, tonton, si vous êtes là, et vous pouvez donner le mot de la fin. Et si vous n'êtes pas là, on va décliner, on va laisser ça à Sako par l'ordre d'âge de donner le mot de la fin et de dire que Dieu vous préserve. Merci infiniment, que Dieu préserve notre pays et notre continent. Merci. Amen. Merci, je suis là. Je ne pouvais pas ne pas être là pour vous accompagner jusqu'au bout. Et je voudrais ici encore une fois vous remercier et remercier Cluster Digital Africa pour avoir et FAMIB pour avoir mis cette structure en place pour organiser cette journée, ce débat. Féliciter tous nos participants, nos panélistes et aussi les participants en ligne, les remercier pour l'écoute. Nous espérons les avoir régulièrement et puis nous espérons avoir aussi à bénéficier de leur expérience. Je voudrais remercier tout particulièrement Mme Nene Maïga et toutes les femmes. Elle a montré l'exemple que les femmes sont multitask. Elle nous a tenus en haleine avec un raisonnement très cohérent pendant tout ce temps-là et tout en s'occupant d'un enfant aussi. Et voilà une qualité que les femmes ont et que les hommes n'ont pas du tout. Nous ne pouvons pas être multitask. On aurait, un homme à sa place aurait éteint un des systèmes pour l'autre. Donc, c'est tout à leur vraiment crédit. Et donc, je voudrais encore une fois la féliciter et la remercier. Dire enfin que toutes les avancées dans les technologies de l'information et de la communication aujourd'hui donnent à l'Afrique, à tous les pays en développement, l'unique opportunité de contribuer dans ce monde-là numérique au même titre que tout le monde. Et l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres nouvelles technologies qui sont arrivées ces derniers temps nous permettent en fait de pouvoir vraiment avancer plus. Nous savons tous les méfaits de toutes ces technologies-là aussi, mais nous savons aussi tous les bienfaits de ces technologies. Et donc, ce n'est pas à cause des méfaits que nous allons arrêter tout ce que nous faisons. Et nous devons continuellement nous organiser afin de pouvoir réduire au strict minimum tous les méfaits, atténuer les méfaits et tout en renforçant tous les effets positifs que nous avons de ces technologies-là. Et je pense que notre système de santé va en bénéficier, le système éducatif, l'agriculture, les finances et j'en passe. Tous vont pouvoir y bénéficier et chacun de nous, habitants de cette planète, sont des potentiels contributeurs pour l'avancée de ce monde des technologies de l'information et de la communication. Encore une fois, merci à tous et merci de m'avoir donné personnellement aussi l'occasion d'être parmi vous. Voilà, ceci dit, je vous rends le micro. Merci. Bon, en tout cas, monsieur le ministre, après vous, moi, je ne vais pas oser prendre la parole. Et je voudrais remercier et dire que vraiment bravo, bravo, bravo. Et le public, merci à vous aussi de nous avoir écoutés attentivement. Et désolé pour les aléas du technique. Juste un dernier, la technique me rappelle que la vidéo de Zavazava va être disponible. Nous allons le partager sur les réseaux sociaux et sans doute on va vous taguer pour que vous puissiez aussi écouter parce que c'est adressé à tout le monde, à vous tous et puis à nous et au grand public. Merci infiniment. Merci, monsieur le ministre. Merci, Sako. Merci, Néné. Merci à tout le monde et encore bravo et à très bientôt. Merci infiniment. Merci.